Bonsoir à tous. Dans un contexte national et international tendu, la Corse s'est retrouvée au cœur de l'actualité cet été pour une rixe de plage qui a réveillé tous les fantasmes, relayés quelquefois par des médias imprudents, voire délirants. Les événements de Cisco semblent apparaître in fine comme une histoire de petits voyous qui ont trouvé du répondant. Ils ont toutefois relancé, malgré eux, le débat sur l'intégration, la place de la religion musulmane en Corse, le risque de dérives rigoristes ou extrémistes qui menaceraient un vivre ensemble dont on se demande parfois s'il existe vraiment. Nous allons débattre de toutes ces questions avec trois invités. Jean-Guy Talamoni, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Assemblée de Corse, très présent avec Gilles Simeoni lors de ces événements, trop présent, diront certains, on en parlera dans le débat. L'Assemblée de Corse qui a voté une résolution sur la sécurité et l'intégrisme interpellant l'État. L'État ce soir sera représenté par Nicolas Lerner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur des forces de sécurité en Corse, le patron de la police et de la gendarmerie. À vos côtés, Mohamed Waou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bastiais de confession musulmane, pratiquant, aussi fondateur d'une association qui milite pour l'intégration, on en parlera également. Merci d'être ici. Vous serez la voix des musulmans, étant donné que les autorités constituées n'ont pas souhaité participer, et on peut le regretter. Père Nicolas, bonsoir. Oui, bonsoir. Effectivement, le consul du Maroc a décidé de ne pas venir, considérant qu'il était plus légitime sur ces questions d'inviter un représentant de l'islam de Corse, mais le président du Conseil régional du culte musulman a fui lui aussi l'émission sur le mode « Pour vivre vivons au cachet », des médias notamment. Alors c'est leur choix et je le respecte, mais je ne résiste pas à l'envie de leur citer une parole de l'écrivain algérien Boualem Sansal au quotidien Le Monde dernièrement. Il dit « J'ai conscience d'agir quand je peux dire ce que je vois, quand je le dis avec des mots que je crois vrais, et quand, en tout état de cause, je me sens capable d'assumer ma démarche. Ce qui paralyse et au bout du compte tue, c'est le silence, l'ignorance, le mensonge. » Merci Pierre. Avant de découvrir votre reportage, je vous propose de voir ensemble quelques chiffres. Vous savez que les statistiques ethniques ou religieuses sont très encadrées en France et très rares. L'Institut Montaigne, cercle de réflexion d'obédience libérale, a commandé à l'IFOP une étude sur les musulmans de France. Elle a été faite courant avril-mai 2016 auprès de 1029 personnes de religion ou d'ascendance musulmane. Elle révèle qu'en France, il y a 3 à 4 millions de musulmans. Vous savez que jusqu'à présent, on donnait ce chiffre de 50 000 en Corse, mais qui n'est pas issu de cette étude. C'est un chiffre sur lequel tout le monde s'accorde. Cette étude révèle que 46% des musulmans de France seraient sécularisés, comprenez totalement laïcs, même si la religion occupe une place importante dans leur vie. 25% sont qualifiés d'islamic pride, c'est-à-dire fiers de leur religion. Ils se définissent avant tout comme musulmans et revendiquent l'expression de leur foi dans l'espace public. Et enfin, 28% sont des ultras qui plébiscitent le port de la burqa ou la polygamie en rupture avec les lois de la République. Et regardez, cette statistique d'ultra monte à 50% chez les moins de 25 ans. On en reparlera bien sûr dans le débat, statistique intéressante, même si c'est toujours à prendre avec des pincettes. On se retrouve dans un petit quart d'heure après ce reportage, Islam entre fantasme et réalité, un reportage de Pierre Nicolas, Philippe Villaret sur un montage de Joyanko. Mi-août, dans le Cap Corse, des voitures s'embrasent et la presse nationale et internationale s'enflamme, disant tout et n'importe quoi. Reste que tout le monde sur l'île comprend que ce qui s'est passé pose des questions lancinantes. Aujourd'hui, j'ai mal pour la Corse, parce que ce qui s'est passé à Cisco, c'est quelque chose de très 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 grave. D'un côté, il n'y a pas de personnes radicalisées et de l'autre, on n'a pas de méchants racistes. On a une réaction grégaire à un comportement inadapté. On est obligé de reconnaître que c'est tendu, donc il suffit d'un peu pour que ça explose. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'apaiser. Les musulmans corses, eux aussi, se posent des questions. Pourquoi se justifierait-il pour les actes de quelques-uns? Une fois de plus, c'est leur présence sur cette terre qui est remise en cause. L'islam n'est pas contre les lois de la République, comme certains veulent nous faire croire. Non, l'islam pourrait très bien s'adapter aux règles de la République. Le fait que ce soit encore des Maghrébins qui se soient fait remarquer, ça m'énerve. Ça ne dérange personne que la femme a fait la voile. C'est Allah qui l'a fait ça, c'est le Dieu. Le Dieu, un seul Dieu, pour vous, pour nous, un seul Dieu. On ne dit pas la voile, même la voile. Est-ce qu'il a fait mal pour vous? Est-ce qu'il a fait mal pour le peuple? Je me suis toujours habillée à l'européenne, on vit à l'européenne.
On vit en Corse. Nous sommes embarqués dans la même barque. Donc si demain il y a une atteinte à l'île, tout le monde serait atteint, que ce soit les musulmans ou que ce soit les Corses. Le vivre ensemble et la communauté de destin, ce n'est pas signer un chèque en blanc à tout le monde, à toutes les personnes qui viendraient vivre en Corse. C'est clair, ceux qui le pensent mésestiment la force de la Corse à construire des Corses. Revient avec insistance la notion de communauté de destin, une formule intelligente à laquelle il va falloir trouver un sens rapidement. C'est une femme libre, elle l'affiche, le revendique, quoi qu'il lui en coûte. Afifa Crimi est fonctionnaire, elle a grandi à Lupine ou à Bastia. Elle est corse, musulmane pratiquante et attachée à la laïcité. Aujourd'hui, son fils se pose des questions qu'à son sens, il ne devrait pas se poser. Mon fils, il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Maman, c'est quoi un arabe ?» Pourquoi ? Je sais pas pourquoi tu me poses la question. Mais j'entends, il y a les arabes, il y a les arabes. Ah, j'ai dit, tu sais, mon fils, un arabe, c'est quelqu'un comme mamie, comme nous. Toi aussi, tu es à moitié arabe. Tu es corse, mais tu es... non, maman, je suis corse. Oui, tu es corse, mais tu es aussi arabe. Moi, les gens avec qui j'ai grandi, ils n'ont pas changé. Ils ne caillassent pas des pompiers. Ils ne s'en prennent pas à des jeunes et ils ne privatisent pas une plage. Vous ouvrez les journaux, islam, islam, islam. Ça fait peur. Je comprends que les gens soient dans la psychose. Les gens ont peur qu'on devienne, qu'on ait un attentat, que ça devienne comme dans certaines zones du continent où les femmes peuvent plus s'habiller comme elles veulent, où on se fait insulter dans la rue. Là, vous ouvrez les journaux, vous entendez que ça. Une femme s'est fait agresser parce qu'elle portait un short, un truc. Ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur. Mais je pense qu'ici, quand même, nous sommes protégés. Parce que lorsqu'il y a action, il y a réaction. Pour une action, une réaction, pour certains c'est salvateur, pour d'autres très dangereux. Retour sur 2 réactions des Corses après celles qui avaient suivi les événements des Jardins de l'Empereur à Ajaccio en décembre dernier. Nouvelle poussée de fièvre en Balagne en juillet. Derrière la plage de Baudry, un restaurateur qui souhaite garder l'anonymat voit ses clients reposer leurs fourchettes devant un spectacle peu commun. Donc voilà, donc, on a vu ces individus, 7 ou 8 individus arriver, se mettre au fond, là-bas, dans l'herbe, avec des tapis, des Corans à la main. Ils étaient vêtus tout de blanc, des djellabas blanches, des petits, je veux dire, des espèces de chapeaux blancs, barbe longue, bien taillée. Ils voulaient prier, sûrement, à 2 pas des gens qui étaient attablés juste à côté, quoi, à 15 mètres, 15-20 mètres. Je leur ai juste demandé de partir, leur expliquant qu'ils ne pouvaient pas rester ici. En sachant que sur la plage, il y a quand même 1000 personnes. Ma crainte, c'était qu'ils descendent voir un peu ce qui se passait sur la plage. Invité par un jeune musulman corse, le groupe s'est déclaré à son arrivée sur l'île aux autorités. Parmi eux, un converti breton bien connu des services de police pour des faits de violence, usage de stupéfiants ou vol par effraction. En Bretagne, nos confrères de Ouest France le présentent comme l'honnête représentant d'une association musulmane qui cherche à doter Saint-Malo d'une mosquée digne de ce nom. Au téléphone, il nie tout rapport avec le salafisme ou le mouvement Tablir. Nous, on marche un peu pour la paix. On prêche la paix, en fait. Et comme Jésus a fait, comme Abraham a fait, comme Jacob, Ismaël, comme tous les prophètes ont fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Donc nous, on n'est pas des prophètes, mais on marche un petit peu comme ça pour répandre la paix, puis surtout la vraie religion avec laquelle Jésus est venu, avec laquelle Mohammed est venu, avec laquelle Moïse est venu. Nous sommes venus à l'île Rousse, mais monsieur, je vous dis que c'était pas nous. D'accord, donc ce n'était pas vous qui étiez juste derrière la plage de Baudry à prier devant un restaurant? Eh ben non, donc si vous êtes... après, je sais pas si vous allez me croire ou pas, donc c'est pas grave. On a été très très bien accueillis. Au niveau des mosquées, on était... en fait, nous, on priait dans les mosquées, et puis on avait une petite tente, et puis on dormait... Donc on dormait à la Belle Étoile, quoi. On avait cru comprendre que les mosquées corses refusaient d'accueillir ce genre de prédicateurs, et les autorités le pensent, mais les versions divergent, dont acte. Survient ensuite le 13 août la rixe de Cisco. Tout en fustigeant l'attitude disproportionnée, voire lamentable, dit-il, de certains villageois, le procureur de la République relate rapidement les faits constants
qui pose les premières responsabilités. À l'évidence, à l'origine des incidents se trouvent les membres de la famille maghrébine qui ont voulu, dans une logique un petit peu de caïda, s'approprier la plage, se la privatiser. Il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens-là. Notamment, ils ont mis un panneau d'interdiction de circulation. C'était plus ou moins symbolique. Évidemment, on pouvait passer, mais pour que personne ne vienne. Et ils ont multiplié au fur et à mesure de la journée des incidents avec un certain nombre de personnes. Incidents sous type de jet de pierre, non pas directement sur les personnes, mais à proximité pour les intimider. Tensions très fortes, insultes, menaces. Les frères marocains accusés contestent personnellement ou via leurs avocats, affirment n'avoir fait que répondre à des insultes, une version mise à mal par certains documents visés par les enquêteurs comme ces photos et une très courte vidéo prise au portable. Sors le larpon, eh bien. Vous êtes un gars, venez ta tête. On ne frappe pas les petits. Le maire de Cisco, qui avoue s'être senti obligé de protéger les familles marocaines pour éviter un drame, maintient néanmoins que la fratrie, même en mauvaise posture, restait agressive. Il continuait, je précise bien, à haranguer, je dirais, la foule qui était en face d'eux. Et ça, je l'ai très mal vécu et je comprends parfaitement. J'étais du côté, je dirais, entre guillemets, du côté de l'ordre, parce que c'était mon droit, et je dirais même mon devoir, mais je n'aurais pas été investi de mon pouvoir de police, j'aurais été peut-être aussi bien de l'autre côté, du côté de ma population. S'en suivra un arrêté pris pour assurer l'ordre public. Le maire ne parle pas de burkini, même si l'on sait qu'une femme du groupe au moins se baignait couverte et tout habillée. Mais en France, le débat sur le burkini fait rage. L'ancien comique Dieudonné reconverti dans la dénonciation de l'islamophobie sans délecte. La liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'être pudique. C'était quand même l'un des piliers, évidemment, de cette démocratie. Le droit à la pudeur, c'est fini. Guidé par une islamophobie décomplexée absolue, inspirée évidemment du grand ordonnateur israélien, tout part en couille. C'est-à-dire que maintenant, tout est, dès qu'il y a la possibilité, musulmans, salauds, c'est parti. Sans du tout adhérer à ces thèses et tout en comprenant le maire de Cisco, celui d'Île-Rousse, lui, n'a pas jugé nécessaire de prendre un arrêté similaire. Moi, très sincèrement, quand on parle de troubles à l'ordre public, il suffit d'aller sur la plage d'Île-Rousse et vous verrez qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus choquantes qu'une femme qui se baigne en burkini. Voilà, moi, je comprends pas trop. Le burkini, n'en déplaise à certains, a bien fait son apparition récemment sur les plages corses. Mais plus que ces maillots venus d'Australie, ce sont en fait les foulards islamiques, plus ou moins couvrants, hijab, djilbab, qui suscitent des interrogations. Parce que les musulmanes corses sont assurément plus voilées qu'avant. Avec cette question récurrente, le font-elles par choix? Et qu'est-ce que cela veut dire? Moi, effectivement, ça m'interpelle dans la mesure où, comme vous le dites, il y en a de plus en plus. Notre regard se porte de plus en plus sur ces personnes-là, ce qui multiplie encore plus l'effet qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité qui ne le porte pas, elle devient invisible. Et donc du coup, notre regard n'est porté finalement que sur celles qui le portent. Les nouvelles populations qui arrivent veulent s'imposer, donc veulent imposer leurs coutumes et leur culture, et c'est pas acceptable. Ça. Il y a aussi un effet de mode, bien sûr. Ah oui. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que lorsque l'on part au Maroc, d'ailleurs cet été j'y étais, il y a beaucoup moins de voilés chez les jeunes. Je ne force pas la femme obligée qui va faire la voile. Ça, c'est pas vrai. Si la femme ne le veut pas, pourquoi il n'y en a pas beaucoup de femmes musulmanes qui ne sont pas à la voile? Il y a les millions, il n'y en a pas à la voile. Et les millions qui sont à la plage avec les maillots, avec tout. C'est pas obligé qu'ils vont descendre avec les foulards et tout à la plage. Le foulard, aujourd'hui, c'est un morceau de tissu. C'est un morceau de tissu pour vouloir se couvrir. Donc, c'est pas vraiment une provocation. On sait que la burqa, c'est interdit. Il y a une loi qui interdit de porter la burqa en lieu public. Après, le foulard, non, il n'y a pas de loi par rapport à ça. Donc... Alors, les touristes qui vont chez nous, comment on va faire? Les touristes qui vont chez nous en Tunisie, par exemple. Tu vas lui dire non, tu fais la voile pour te descendre à la mer. Et ils sont mélangés, les Arabes, les Français, les Allemands, les Italiens, et tous avec ils descendent sans voile.
À Ajaccio, ce Tunisien et son épouse se sont aussi émus de l'apparition de certains accoutrements masculins qui, selon eux, ont plus leur place en zone pakistano-afghane. La réaction ne s'est pas fait attendre. On a trouvé le magasin, il a été enflammé. Après, ils sont passés à la maison. Et à la maison, ils ont fait des tags, des signes de mort. Ils ont de la merde devant la porte. Ils l'ont mis même sur la poignée de la porte. Et Mohamed Jouablia s'inquiète aussi. Il n'est pas le seul de la possibilité de représailles, d'un attentat contre cette île présenté partout comme islamophobe. Pour lui, en ce sens, le récent communiqué d'avertissement à Daesh du FLNC du 22 octobre n'est pas une bonne idée. On a dit, bon, peut-être que ces gens-là, ça va les encourager à faire quelque chose en Corse. Et on a appelé ça, c'est comme une perche tendue à Daesh ou fous. Hein. Il y a des fous qui peuvent faire quelque chose, c'est pour nous mettre dans des problèmes. Hein. Mais la question essentielle reste la suivante. La Corse a-t-elle échoué, elle aussi, à intégrer ses musulmans ? Ce n'est pas l'avis du maire d'Île-Rousse, qui nous cite une mérendelle à organiser dans sa ville en juin dernier. Il y a eu des centaines et des centaines de participants. Et j'ai vu, de mes yeux vus, des vieilles familles, des grandes familles île-roussiennes avec les enfants, les petits-enfants, se mélanger à table, je dirais, avec des Maghrébins, des Portugais, des Polonais, des Italiens. Enfin, tout le monde était là. Et ça, c'est une initiative extraordinaire qui prouve bien que le vivre ensemble, il faut le pratiquer pour en parler. C'est une communauté paisible. Je peux vous assurer de quelque chose, hein, c'est que les actes de vandalisme se multiplient sur ma commune, comme dans toutes les communes d'ailleurs, que je sache, jamais une fois, je dis bien jamais une seule fois, il y a eu un enfant de Maghrébin qui a été mis en cause. Jamais. Pour Vincent Carlotti de la gauche autonomiste, il faut néanmoins se poser des questions sur l'immigration qu'a connue l'île. Pour ce qui concerne la population maghrébine, essentiellement marocaine d'ailleurs, qui travaille dans l'agriculture et le BTP, peut-être qu'il faut se préoccuper du modèle économique qu'on a choisi. En France, on a choisi par exemple, tout le monde le sait, pas tout le monde l'aimait, mais tout le monde le sait, on a choisi le chômage de masse comme solution au problème économique, ce qui est une grosse erreur à mon avis. Ici, on a choisi d'avoir une main-d'œuvre pas chère, si vous voulez, pour régler nos questions. Ça ne peut pas durer. Parce que si on continue dans ce sens, il faudra importer davantage de Marocains. Donc il faut commencer à changer le modèle économique. C'est pas évident. L'économie, la démographie, voilà bien des non-dits qu'évoque aussi avec ces mots le Chibani croisé à la sortie d'une mosquée de Bastia. Pourquoi vous gardez les Arabes à la façon de dire. Alors vous les jetez toutes les Arabes, et comme ça vous ne voyez personne ici, ni avec la voile, ni avec les barbis, ni avec les jalabas, ni avec personne. Et comme ça vous tranquille. Pourquoi vous ne sortez pas toutes les Arabes, par exemple? Alors donne-moi un exemple. À votre avis, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a les commerces. Il y a les pièces détachées, il y a les commerces entre les deux pays. Tu ne peux pas jeter comme ça. On dirait que tu vas entrer chez vous. Moi, j'ai passé toute ma vie ici, plus que chez moi en Tunisie. Et aujourd'hui, le lendemain, tu vas me dire, ah non, tu vas chez toi. Jeter tous les Arabes, il n'en est pas question. Tout accepter, non plus. Construire cette communauté de destin ne s'annonce donc pas comme le moindre défi dans l'histoire récente de la Corse. Voilà pour ce reportage. Alors, vous regardiez ça avec attention, Mohamed Ouaou. Comment avez-vous vécu notamment ces événements de Cisco et les jours qui ont suivi? Alors, c'est vrai, c'est tout à fait regrettable ce qu'il y a eu sur Cisco et ces agressions, comme les effets qui l'ont accompagné. On l'a vécu avec vraiment le climat était tendu, c'est certes, mais les effets qui ont accompagné ces événements, on leur a donné une dimension plus, on va dire, un peu plus gonflée qu'est-ce que l'était, enfin. Parce qu'à un moment donné, on cherchait la vérité, on cherchait à savoir ce qui s'est passé, et on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Les choses se sont précipitées, certes, mais il fallait, je crois, attendre. On a reproché parfois à la presse d'avoir monté en épingle un simple fait divers et d'y avoir donné une dimension religieuse. Malgré tout ce qui s'est passé, le procureur le disait bien, c'est aussi parce qu'il y avait des femmes,
une au moins, peut-être deux, qui se baignaient tout habillées et couvertes. Alors là, je vois deux questions à votre question. Il y a deux choses différentes. D'abord, l'information qui a été finalement une désinformation. Au niveau, je parlerai bien, et là je vise les médias continentaux qui ont accompagné ces effets. C'est-à-dire, depuis ces effets-là, même jusqu'au jugement de ces effets. Il y a vraiment une dimension qui a été donnée, beaucoup plus grotesque que celle que la réalité. Après, la deuxième question, c'était sur la deuxième question qu'on m'a posée. Est-ce que vous condamnez concrètement cette fratrie, l'attitude qu'elle a eue? Est-ce que vous comprenez la colère en face? Bien sûr, on condamne avec fermeté et beaucoup de musulmans le condamnent, ils l'ont fait. Mais on condamne les violences de deux côtés, que ce soit d'un côté, c'est-à-dire l'altération de Cisco, et les effets qui l'ont accompagné aussi. Donc on condamne vraiment la violence en général. Alors Jean-Guy Talamoni, vous sur cette affaire, vous êtes longuement exprimé, justement. Quelle est votre analyse in fine maintenant que le procès de première instance est passé? Bien, d'abord, l'essentiel du problème, ce n'était pas une question religieuse, même s'il y a eu ce que vous venez de rappeler. L'essentiel, c'était que des gens se sont comportés comme des voyous, qui se sont appropriés une plage, qui ont menacé dans un premier temps des touristes, dans un deuxième temps, ils se sont livrés à des coups et blessures sur des enfants. Et ensuite, un père de famille qui venait demander des explications, tout seul a reçu une flèche de harpon. Donc ce sont des faits d'une gravité extrême et qui ont entraîné une réaction qui, à Cisco, était une réaction, à mon avis, tout à fait saine. Et je crois qu'il est sain que la Corse garde cette capacité de réaction qui, malheureusement, fait défaut ailleurs en Europe. Ce n'est pas ce que dit le procureur, qui tenait absolument à faire condamner, même pour le symbole, deux habitants de Cisco. Ça ne vous étonnera pas si nous n'avons pas exactement le même point de vue que le procureur, ce n'est pas tout à fait la même maison. Nous représentons l'intérêt de la Corse. Et l'intérêt de la Corse, c'est l'intérêt de tous ceux qui vivent en Corse aujourd'hui. Et l'intérêt de la Corse, c'est de dire la vérité. C'est de ne pas mélanger les agresseurs et les victimes. Dans cette affaire-là, nous le savions, nous, depuis les minutes qui ont suivi les événements. Nous savions qu'il y avait des agresseurs et des victimes. Nous avions les renseignements qu'ensuite a donné le procureur quelques heures plus tard en conférence de presse. Nous le savions. Nous savions qu'il s'était passé des choses inadmissibles et que la réaction à Cisco avait été parfaitement justifiée et parfaitement saine. Maintenant que le procureur, lui, qui est dans une situation différente, ait une autre analyse, encore que, il y a quand même une chose à remarquer et à saluer, c'est que les autorités judiciaires, cette fois, n'ont pas mis agresseurs et victimes dans le même panier, et il y a eu quand même une différence au stade de la garde à vue, au stade du premier jugement, et au stade du second, aussi une différence entre les uns et les autres, ce qui est important, parce qu'il n'y a rien de pire pour faire augmenter les tensions que de ne pas dire la vérité et que de faire croire que finalement il y avait des responsabilités partagées. Nicolas Lerner, sur ça, on vous parlerait peut-être aussi du coup de chaud en termes de maintien de l'ordre sur cette opération. Si on a écarté la thèse religieuse, malgré tout, elle était apparue au début parce que les frères Benadou, en tout cas l'un d'entre eux, avaient été ciblés par une perquisition administrative. Donc il était dans les radars de la police, vous confirmez? Alors, moi, je ne souhaite pas m'exprimer sur des profils individuels. Les frères Benadou étaient notamment connu des services de police et de justice pour des faits de droit commun plutôt. Sur les événements de cet été, vous avez fait d'ailleurs le parallèle dans votre reportage avec les événements des Jardins de l'Empereur. Et effectivement, ça a été dit par le procureur, au départ, que ce soit les Jardins de l'Empereur ou que ce soit Cisco, un comportement de quelques voyous qui s'en prennent aux Jardins de l'Empereur, à des pompiers, à des policiers, qui s'en prennent à Cisco, à des jeunes du village. Et la réaction initiale, effectivement, tant les Jardins de l'Empereur que Cisco, c'est d'abord une réaction de solidarité. C'est sans doute d'abord aussi une réaction de Corse qui souhaite dire que ces comportements n'ont pas leur place sur l'île. En revanche, ça, encore une fois, c'est le premier temps. Et effectivement, une réaction qui peut être une réaction de solidarité, de soutien et de marquer des limites. En revanche, tant dans le cas des Jardins de l'Empereur que sur Cisco, c'est le deuxième temps de la réaction qui effectivement devient condamnable. Les Jardins de l'Empereur, nous avons tous en tête cette descente dans le quartier et ce ciblage, je dirais, indifférencié, verbal, physique d'une salle de prière, verbal des habitants du quartier. Et à Cisco, effectivement, ces coups portés sans discernement. Et donc dans cette affaire, dans ces affaires d'ailleurs, moi je me félicite que tant sur les Jardins de l'Empereur que sur Cisco, les services de police, de gendarmerie, les services de la justice également, aient pu contribuer à établir la
la réalité des faits, l'enchaînement des faits, un fait générateur qui est une agression inqualifiable, et ensuite des réactions qui, par certains points de vue, ont outrepassé le droit. On va parler plus précisément de l'islam. Je le disais tout à l'heure, le 28 juillet dernier, l'Assemblée de Corse a voté une résolution sur la sécurité et l'intégrisme islamiste. 48 voix pour, seuls les communistes n'ont pas participé au vote, avec de nombreux considérants. Cette résolution demande notamment à l'État de fermer les lieux de culte ou de réunion constituant des foyers de radicalisation. Alors, au rang des considérants, on trouve la présence avérée sur le territoire de foyers d'influence salafiste. Jean-Guy Salamoni, est-ce que vous avez donc des informations en ce sens? Est-ce que la menace est constituée? Non, nous parlons de foyers de salafisme. Effectivement, il y a aujourd'hui des cas de radicalisation qui sont avérés, qui sont portés à notre connaissance, parce que nous avons un certain nombre de renseignements, vous l'imaginez, que nous confrontons d'ailleurs aux renseignements que nous donne l'administration lorsque nous avons des contacts avec l'administration qui est en charge juridiquement du problème. Donc ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a des choses qui, aujourd'hui en Corse, doivent être observées avec attention et même nécessitent des réactions. Il y a des choses qui sont... Nous avons reçu à la collectivité territoriale de Corse l'ensemble des représentants des syndicats d'enseignants. Ils nous disent tous la même chose. Il y a des problèmes récurrents, graves. Il y a des problèmes qui n'arrivent plus à gérer et des pressions sur les mères de famille d'origine maghrébine qui doivent s'habiller d'une certaine manière. Il y a des choses que l'on peut... Est-ce que l'on peut, par exemple, accepter qu'un imam, dans un cadre scolaire à Ajaccio, à la fin d'une réunion, on se demandait d'ailleurs ce qu'il faisait dans un cadre scolaire, qu'à la fin d'une réunion, il refuse de toucher la main aux femmes en disant que sa religion lui interdit de le faire. Alors, nous disons les choses très clairement. Vous savez, avec les musulmans de Corse, nous nous connaissons bien, ça fait plusieurs dizaines d'années que nous vivons ensemble en bonne intelligence. Ils ont toujours pratiqué leur religion. Et cela n'a jamais posé de problème, y compris d'ailleurs pour les plats de substitution dans les cantines, qui s'étaient fait sans circulaire de l'éducation nationale, c'était tout à fait naturel. Et ça, c'est très bien comme ça. Et puis après, il y a aussi des choses nouvelles aujourd'hui qui se développent, et c'est ce qu'il ne faut pas accepter. Il y a, alors on dit, oui, mais il y a les salafistes, quiétistes, et puis il y a les révolutionnaires, ceux-là sont gentils parce qu'ils ne pratiquent pas la violence. Lorsqu'on lit un peu la littérature scientifique sur la question, on se rend compte d'abord qu'il y a une grande porosité entre les deux courants, et par ailleurs, même sans pratiquer la violence, nous disons clairement que le salafisme, que le mouvement Tablir, que le wahhabisme, ce sont des courants qui n'ont pas leur place en Corse parce qu'ils véhiculent des idées qui sont en contradiction directe et radicale avec nos valeurs. Là-dessus, ne pas serrer la main à une femme sur les tenues vestimentaires, vous en pensez quoi? Alors ça, c'est des actes individuels que chacun devrait assumer ses actes et tout ça. Ça ne représente pas la majorité des musulmans. Mais est-ce que vous sentez monter chez les jeunes, notamment, effectivement, une influence de mouvements rigoristes, que ce soit le wahhabisme, le salafisme? Est-ce que vous êtes inquiet quand vous entendez les jeunes qui veulent afficher de plus en plus leur islam? À un moment donné, est-ce qu'on est inquiet? Il faudrait être inquiet. Parce que jamais on est rassuré, il faudrait être inquiet. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes au jour d'aujourd'hui qui vivent, je vais rappeler sur les statistiques que nous avons vues tout à l'heure, qui ne définissaient pas vraiment les détails, à mon point de vue personnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une importante communauté musulmane qui vit en Corse et qui a toujours vécu en sérénité, en paix avec les Corses. Ensuite, il y a cette génération qui est arrivée après, qui cherche à y aller, à se découvrir et découvrir ses racines, parce qu'elle est déracinée en quelque sorte. Elle est déchirée entre deux cultures. Et qui cherche à retrouver... Vous admettez que non seulement il y a plus de foulards qu'avant, Afif Akrimi nous dit même peut-être plus que dans certaines villes marocaines. Comment vous le comprenez? On ne l'affichait pas comme ça. Comment vous J'aurais aimé vous répondre à votre question. D'abord, la première, celle qui était de dire est-ce qu'on est inquiet? On devrait s'être inquiet aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à découvrir ce que c'est leur religion, la religion de leurs parents, et qu'ils ne trouvent pas d'accompagnement. Si on les laisse, on va les délaisser par eux-mêmes et aller découvrir et tout ça, le danger, il est là. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait vraiment... Et ce que j'aurais aimé, c'est que les représentants des associations sortent à un moment donné de ce silence. Est-ce qu'ils les écouteront seulement? Est-ce qu'ils les écouteront, les représentants des associations? Bien sûr, à un moment donné, on a des forces. Et on sait qu'on a un fléau de jeunesse qui est important en Corse. Et la jeunesse, on le sait, c'est inévitable et c'est une force. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse, c'est une force. Et notamment la jeunesse qui a fait ses études ici, qui a grandi ici, qui va se chercher un peu à retourner à la religion et tout ça. Donc il faudrait l'accompagner. Il faudrait qu'à un moment donné, la plupart des associations, elles est représentée avec l'ancienne génération. Ce que j'appellerais la première génération débarquée, celle de mon père, celle de nos parents et tout ça. Mais à un moment donné, il faudrait qu'ils cèdent et de mettre en avant cette jeunesse. Alors Nicolas Lorner, sur l'interpellation de l'Assemblée de Corse, fermer des lieux où le salafisme est roi, que fait l'État?
D'abord, nous avons pris connaissance pendant l'été, effectivement, de cette délibération qui rejoint très largement la série de mesures mises en place par l'État dans le cadre de l'état d'urgence et sur lesquelles les préfets, les représentants de l'État s'étaient exprimés. Parmi les revendications, en tout cas de cette délibération, il y avait le souhait, Monsieur le Président, que les élus soient plus régulièrement associés au service de l'État et à la manière dont l'État, en Corse, lutte pour la sécurité, maintient la sécurité des Corses. Moi, j'ai plaisir à vous dire en cette rentrée que c'était effectivement un des souhaits du préfet et que vous allez être conviés dans les 15 jours à venir à une première série de rencontres qui a vocation ensuite à être pérennisée. L'État en Corse, depuis la mise en œuvre de l'état d'urgence, agit quotidiennement pour prévenir tout risque terroriste. D'abord en matière de prévention de la radicalisation, en matière de détection de la radicalisation, il faut bien se figurer que dans chaque département de Corse, chaque semaine, les services spécialisés Est-ce que vous surveillez, se réunissent. par exemple, concrètement, les jeunes qui pourraient aller sur des sites cryptés? On a bien vu le rôle qu'ils ont joué dans des attentats récents. La surveillance prend toutes les formes possibles et inimaginables. La surveillance physique, la surveillance technique. On parlait des lieux de culte. Vous imaginez bien également que nous sommes présents dans les lieux de culte. Vous imaginez également que si des discours de haine, des discours appelant à la violence y étaient constatés, les préfets n'hésiteraient pas une seconde à mettre en œuvre les dispositions prévues par la loi. Est-ce qu'on peut savoir combien il y a en Corse de fichiers S? Et comme ça recouvre effectivement plusieurs On avait dit 10 pour l'islamisme, en gros. Peut-être d'abord il y a des personnes très surveillées. Peut-être sur ces fiches S, parce que c'est vrai que c'est un débat qui revient de manière récurrente et que nos explications ont parfois un petit peu de mal à passer. Une fiche S, une personne qui fait l'objet d'une fiche S est une personne sur laquelle les services de renseignement s'intéressent, souhaitent avoir du renseignement. Ça ne veut pas dire que cette personne constitue un danger pour la Corse ou pour la République. Si tel devait être le cas, d'autres dispositifs peuvent être mis en œuvre. Ce sont les perquisitions administratives, ce sont même des cadres judiciaires, puisqu'avant l'été, une personne a fait l'objet d'une perquisition judiciaire pour, en l'espèce, fermer des portes. Donc soyons bien clairs sur cela, le fait d'être fiché S ne veut pas dire qu'on constitue un danger. Alors, effectivement, le chiffre d'une dizaine a circulé. Nous sommes aujourd'hui à moins d'une dizaine de personnes sur lesquelles les services de renseignement s'intéressent. Jean-Guy Talamoni, juste une question pour les tenues vestimentaires. Est-ce que pour vous, aller se baigner habillé en burkini ou un burkini bricolé est un problème, aller se baigner habillé, à fortiori dans un petit village? Est-ce que c'est un acte de provocation ou il faut l'accepter? Écoutez, moi je sais que ça fait toujours mieux de dire, vous savez, c'est un simple bout de tissu, on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, etc. Moi je n'ai pas cette analyse. Pourquoi? Pas cette analyse parce que c'est quelque chose de nouveau. Comme je disais que nous vivons depuis plusieurs dizaines d'années avec des musulmans en Corse et que cela se passe très bien, et y compris d'ailleurs lorsqu'ils pratiquent leur religion, que cela a des conséquences sur ce que l'on appelle le vivre ensemble, une expression un peu éculée aujourd'hui, par exemple sur les plats de substitution, sur le ramadan, sur les lieux de travail. C'est pas toujours facile, mais il y a toujours eu des accommodements raisonnables, comme disent nos amis québécois, et ça c'est très bien. Mais lorsque l'on voit se développer de manière ostensible, de manière dynamique, de manière, j'ose le mot, conquérante, des vêtements islamiques qui ont pour objectif de marquer le territoire. En Corse comme ailleurs, mais en Corse, on voit une évolution qui est préoccupante. On voit sur les lieux qui devraient être saints, c'est-à-dire ceux de l'éducation, les écoles, ça devrait être des sanctuaires. On voit des mamans se faire agresser parce qu'elles n'ont pas la tenue jugée adéquate par ces personnes-là. Nous disons qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas se contenter de dire que c'est une mode. Ça n'est pas une mode, c'est un code vestimentaire qui a simplement un certain nombre d'objectifs. Vous souhaiteriez un voile simple. Nous disons la chose suivante. Nous disons que, comme par hasard, ce développement des vêtements islamiques, ce développement, nous le constatons au moment où il y a des offensives qui sont d'une autre nature, de nature violente. Et évidemment, on ne peut pas mettre les choses sur le même plan. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a concomitance entre les deux mouvements. Et qu'il y a une idée conquérante de l'islam qui se développe aujourd'hui. Nous disons qu'aujourd'hui, la question des vêtements islamiques, ça n'est pas une question anodine, ça n'est pas une question de mode. Je sais que ça fait très bien, ça fait décontracter de dire, ça m'intéresse. Moi, vous savez, sur la plage, s'il y a des gens... Moi, je dis, attention, c'est quelque chose qui a une signification, y compris de nature politique. Et nous disons que ça pose problème aujourd'hui. Mohamed Aou, sur l'analyse politique, parce que c'est vrai que, par exemple, les cas de burkini en photo, c'est apparu... Si vous permettez, je n'éprouve aucun plaisir à révoquer. C'est vrai que votre question, M. Talamoni, sur le foulard ou le port de voile, pose un problème. Mais soyons bien vraiment distinguons le problème. Il y a des femmes qui portent leur voile dans leur vie de tous les jours par rapport à leur pratique et qui, en aucun cas,
un cas de s'imposer ou de vouloir s'imposer ou de vouloir s'afficher. C'est par rapport à la pratique de chacun et de chacune de vivre sa foi pleinement. Donc mais après, il y a... Mohamed Waou, néanmoins, le problème, c'est la mixité. On a l'impression justement d'un renfermement, que ce voile ne va pas forcément aider, ça ne va pas les aider à travailler, certainement. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait l'accepter plus, comme les anglo-saxons le font, par exemple? Alors, le port de voile ne peut être à aucun moment un problème ou une barrière à l'intégration. On pourrait avoir des femmes qui sont très très bien diplômées, et qui ont fait leurs études et qui sont vraiment civilisés et que, apparemment, par rapport à la foi et à leur pratique, vouloir porter ce voile. Par contre, quand on parle des femmes, on leur impose et tout ça, s'il s'avère que c'est vrai et tout ça, là, nous faisons confiance à la justice et c'est à la justice de sanctionner ces actes-là. Reste, quand vous avez évoqué tout à l'heure, je voudrais y revenir parce que dans cette communauté musulmane, quand on évoque 50 000, à savoir, il y a aujourd'hui dans la communauté musulmane une population qui voudrait pratiquer sa foi, qui ne veut qu'une seule chose, c'est de travailler, pratiquer sa foi pleinement dans le respect. Après, pardon, excusez-moi. Après, il y a, si vous permettez, après il y a une population aussi qui ne veut rien savoir. Elle se dit appartenir à l'islam et qu'elle veut une seule chose, c'est d'avoir un travail, une vie sociale vraiment stable et fonder une famille. Voilà ce qu'ils veulent. Mais c'est pas parce qu'on voit 50 000, et forcément il y a 50 000 de pratiquants. Rapidement, Jean-Guy. Moi, simplement pour dire que vivre sa foi, pratiquer sa religion, c'est quelque chose qui a toujours été fait depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, lorsque l'on voit des personnes, les mêmes personnes, je ne parle pas des mêmes familles, mais les mêmes personnes, qui s'habillaient à l'occidental, qui portaient le bikini, voire le monokini, il y a seulement quelques années, et qui aujourd'hui sont couverts des pieds à la tête. Moi, je dis qu'il y a là une évolution. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas à l'instant T le port du voile. Ce qui est inquiétant, c'est l'évolution qui est à cet égard. Et lorsque l'on sait qu'il y a des pressions à l'intérieur, vous savez, quand vous lisez par exemple ce que dit Fatia Daoudi, qui est une intellectuelle marocaine qui défend les droits des femmes, lorsqu'elle dit, elle, que le voile n'est pas innocent, que le vêtement islamique n'est pas innocent, parce que la tolérance extrême de certaines sociétés occidentales vis-à-vis de ces vêtements islamiques creuse la tombe des droits des femmes au Maroc et dans les pays musulmans. Alors nous disons que par rapport aux valeurs que nous portons ensemble, parce que nous sommes ensemble, eh bien, il faut convenir qu'il y a des évolutions qui sont à surveiller de près, parce qu'elles correspondent également à des évolutions qui, elles, sont un radicalisme violent et extrêmement dangereux. Donc je pense que c'est l'évolution qui est inquiétante. Moi, je vivre sa foi, mais pourquoi ne pas vivre sa foi comme l'ont vécu les parents et les grands-parents que nous avons connus, avec lesquels nous avons vécu depuis les années 60. Alors, pourquoi vivre sa foi d'une manière différente et aujourd'hui radicalisée, au moins dans la manière de se comporter? Alors, si je peux répondre à cette question rapidement, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ancienne génération, jusque-là, on n'a jamais eu de soucis. C'était une génération qui a travaillé et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, la génération qui pose problème, c'est les jeunes. Certes, c'est les jeunes. Par contre, ces jeunes-là, ils se cherchent à se revendiquer quelque chose, mais c'est loin de s'imposer. C'est qu'ils veulent retourner à la religion, comme je le disais tout à l'heure, à pratiquer la religion de leurs parents ou de leur mère. Comme leurs parents, comme leurs parents, mais ils ne sont pas guidés. Ils ne sont pas guidés, il n'y a pas un accompagnement qu'il le faut, comme il le faut. Il faut les guider. Voilà. Alors, Nicolas Lorner, sur ça, vous souhaitiez intervenir? Oui, non, peut-être, effectivement, puisqu'on est dans la partie sécuritaire, peut-être effectivement préciser que ce mouvement, effectivement, qui fait que les Corses constatent de plus en plus, effectivement, ce phénomène de revendication via une tenue vestimentaire, ou en tout cas des pratiques peut-être plus ostentatoires de la religion, cette tendance-là ne s'est pas accompagnée en Corse par un accroissement des menaces ou des profils radicaux. C'est-à-dire, pour être extrêmement clair, à l'échelle de l'île, nous suivons entre une trentaine et une quarantaine de personnes dans les deux départements. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, en cette rentrée, aucun des profils suivis actuellement, mais qui a fait l'objet d'un suivi également dans les mois passés, ne s'est traduit ou n'a constitué une menace pour la sécurité des Corses. Il faut aussi être extrêmement très clair entre des problèmes effectivement de société, des sujets vestimentaires qui renvoient à des sujets lourds de société, et puis un sujet sécuritaire qui n'est pas réductible à cette question. On va parler aussi d'intégration. Est-ce qu'il y a des plaintes de femmes qui auraient été menacées parce qu'elles ne portaient pas de voile ou parce que...
parce qu'elles étaient mauvaises musulmanes. On a entendu, à Herbalong notamment, 2 cas. Pas à ma connaissance. Il est extrêmement aussi compliqué pour une femme de libérer cette parole-là, de faire le pas, de franchir la porte d'un commissariat, d'une brigade de gendarmerie. On y travaille dans le cadre de dispositifs, les dispositifs politiques de la ville, des dispositifs financés par les fonds de prévention de la délinquance, mais c'est toujours effectivement compliqué pour une femme musulmane d'aller franchir le pas et d'aller saisir la justice. Alors, une question question encore sur la sécurité, avant d'aborder aussi l'intégration, c'est très important. Vous vous souvenez que début septembre, France 3 Corse vous révélait que un des imams aumôniers de la prison de Borgo était fiché S. Il a depuis vu son habilitation retirée par le ministère de la Justice. Alors ça pose la question de la radicalisation en prison. Est-ce qu'elle est reconnue par le ministère? On peut penser que les prisons corses ne sont pas épargnées. Vous suivez ça de près et comment expliquez-vous ce couac, entre guillemets, si ça en est un? Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'un couac, bien au contraire. Là encore, vous me permettrez de ne pas m'apesantir sur un cas individuel qui fait en plus l'objet d'un certain nombre de procédures en ce moment. Simplement, la personne dont on parle, effectivement, a fait l'objet de signalements, de plusieurs signalements dans le courant du printemps, qui a conduit, je disais tout à l'heure, les services de police à s'intéresser à cette personne. Sans rentrer dans le détail, il avait été décidé de maintenir un suivi sur cette personne, qui s'est notamment traduit, effectivement, par l'émission d'une fiche S dans le courant du mois d'août, plutôt autour de la mi-août. Vous le savez, nous avons des échanges, je le disais, hebdomadaires avec l'administration pénitentiaire, qui participe aux réunions que j'évoquais. Et dans ce cadre-là, à titre conservatoire, sans qu'à ce stade, un quelconque danger lié à cette personne-là n'ait été mise à jour, l'administration pénitentiaire, fort naturellement, a décidé, à titre conservatoire, de lui suspendre son habilitation. Est-ce qu'il y a des poches de radicalisation dans les prisons corses? On sait qu'il y a notamment un jeune d'une famille bastiaise qui s'est converti à sa sortie de prison et qui est quand même dans les radars. Est-ce qu'il y a des poches de radicalisation dans les prisons corses? Nous sommes évidemment bien loin de la situation de certaines prisons du continent, notamment parce que la Corse est encore épargnée d'abord par les phénomènes de départ à l'étranger ou de retour à l'étranger. Il faut quand même dire que sur l'île aujourd'hui, aucun résident corse n'a cherché à rejoindre un terrain extérieur ni n'est revenu en Corse. Forcément, les prisons sont épargnées par ce phénomène. Néanmoins, vous l'avez dit, nous sommes extrêmement vigilants, d'où les contacts hebdomadaires avec l'ensemble des directeurs des établissements pénitentiaires. Alors on va parler de la partie intégration, comment résoudre ces problèmes, le vivre ensemble, avec une question de Pierre-Nicolas. Oui, Mohamed Waou, on a du mal parfois à savoir ce qu'attendent finalement les musulmans de Corse. Est-ce qu'ils attendent des menus halal ou de substitution à la cantine des écoles? Le maire de Bonifacio a dit que pour lui c'était non. Est-ce qu'ils attendent de vivre l'Aïd de façon plus sereine? Qu'est-ce qu'ils attendent, les musulmans corses? Alors, premièrement, je crois qu'on vit dans un état de droit. Et quand on rentre dans un pays où on est accueilli par un pays, la première des choses, c'est à respecter la loi de ce pays-là. Moi, j'ai fait ma scolarisation en Corse. Cette question, elle ne s'est jamais posée. Pourquoi? Parce que quand on imposait des plats qui n'étaient pas non halal, on choisissait le reste. Il y avait quelque chose qui est proposé parallèlement. Donc aujourd'hui, s'il y a un parent d'élève qui s'avère et qui demande à avoir un plat halal pour son fils ou à imposer, il en assumera seul, il non est musulman de Corse. Donc il portera lui vraiment cette question et la responsabilité seulement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des cantines n'imposent pas aux enfants, que je sache, à manger un plat qui n'en a halal. Il a le choix. Pour revenir, c'est peut-être un exemple, la plage. Je voulais juste redire quelque chose sur la plage, parce que l'intégration, comme disait M. Talamone, il s'est toujours fait, on est toujours allé à la plage. Oui. Dernièrement, un responsable musulman à Ajaccio me disait, de toute façon, une bonne musulmane, pour éviter la promiscuité, elle doit tout simplement éviter d'aller à la plage. Et quand je lui ai dit, et alors son homme peut y aller, il dit non, un bon musulman, lui, pour les mêmes raisons, doit éviter d'aller à la plage. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est pas ça le problème? Il y a deux choses différentes. Moi, en étant pratiquant et tout, j'ai toujours été à la plage et j'y vais avec ma femme, avec mes enfants et tout ça. Maintenant, c'est clair que par rapport à la... comment dirais-je, par rapport à exposer son corps et tout ça, peut-être au milieu, c'est gênant et tout ça pour un pratiquant. On pourrait y aller le matin, on pourrait pour éviter vraiment de se mélanger et tout ça. Il y a des endroits qui sont un peu plus discrets que d'autres et tout ça. Donc on n'arrivait pas dans une plage où il y a tout le monde, par exemple, habillé d'une style de manière avec un habit qui peut-être, là, peut-être ça pourrait s'avérer de la provocation. Donc si je dois y aller à la plage, je prends certaines mesures et tout ça, si j'y vais. Mais de là de dire que non, il est interdit pour un musulman, il en assume seul les conséquences et les paroles. Il y a, dans le Coran, il n'y a à aucun moment, ni dans les hadiths, d'interdire l'interdiction d'aller à la plage. C'est pas du tout la lecture des musulmans de Corse, de manière, ça on le sait. Jean-Guy Talamone, sur la communauté d'Estia, on entendait dans le reportage, ce n'est pas un chèque en blanc, en fait il y a des conditions. Pour autant, qu'est-ce qu'on a fait pour intégrer ces populations? Ça s'est plutôt bien passé avec les Italiens et les Portugais, l'intégration est faite.
pas d'accès à l'emploi public, pas d'élus issus de la population musulmane, en tout cas marocaine de confession musulmane. On n'a peut-être pas fait notre part du chemin aussi en Corse. Écoutez, moi je crois que, bien entendu, qu'il y a certainement des choses à mettre en place. Et en ce qui nous concerne, les institutions de la Corse, nous y travaillons. Nous y travaillons d'ailleurs, nous avons travaillé là-dessus avant, bien entendu, d'arriver aux responsabilités. Je crois qu'il y a aussi un constat d'échec aujourd'hui du mode d'intégration à la française à travers cette notion abstraite de citoyen qui ne fonctionne plus. On le voit bien, d'ailleurs, elle est contestée en France même, et au sein des partis politiques. On voit les travaux de Terra Nova, etc. Bien. Il y a d'un autre côté d'autres modes de gestion de la diversité culturelle, comme le multiculturalisme. Alors ce sont des communautés concurrentes sur le même territoire. Nous n'en voulons pas du multiculturalisme, que les choses soient claires. Nous ne sommes pas, nous, les Corses, une communauté parmi d'autres sur la terre de Corse. J'ai entendu quelqu'un parler de communauté corse et de communauté d'origine maghrébine. Les Corses sont une communauté à Paris, à Porto Rico peut-être, mais en Corse c'est un peuple sur sa terre. Donc nous, ce que nous disons, c'est que ce peuple doit savoir à un moment donné organiser les conditions de l'intégration, doit tendre la main, doit faire en sorte que les choses se passent bien. Et bon an, mal an, pendant quelques dizaines d'années, ça n'a pas si mal fonctionné. Alors, avec beaucoup de choses à revoir, c'est vrai, parce qu'il y a eu aussi des personnes d'origine maghrébine qui ont été exploitées, on le sait, qui ont été maltraitées. C'est vrai également. Et là, il y a il y a une part de chemin à faire. Mais cette part de chemin, je crois que la première chose, c'est de dire, pas seulement qu'on respecte la loi du pays dans lequel on arrive, mais qu'on respecte aussi la culture, la manière de voir, oui, et la mais manière les jeunes musulmans vont également. être plus, ils vont plus avoir tendance à prendre des cours d'arabe pour retrouver leurs racines qu'à prendre des cours de corse. Moi, je crois que leurs racines d'abord, elles doivent passer par, ils veulent retrouver la religion de leurs parents, mais qu'ils fassent comme leurs parents à ce moment-là, qu'ils pratiquent l'islam comme le pratiquaient leurs parents, et pas comme le pratiquent les wahhabistes ou les salafistes. Et moi, je pense que là, vous savez, je pense qu'en Corse, en tout cas, c'est le sens de notre travail aujourd'hui au sein des institutions de la Corse. Il y a des gens qui, aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, posent de graves problèmes. Moi, je dis que les racistes aujourd'hui et l'État islamique, ce sont des gens qui sont des alliés objectifs. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent un objectif qui est important, c'est celui de faire en sorte que les confessions ne puissent pas vivre en bonne intelligence. Nous disons très clairement qu'il faut solidariser. Il faut solidariser les hommes de bonne volonté, qu'ils soient corses ou qu'ils ne soient pas corses. Il faut ceux qui veulent vivre ensemble en bonne intelligence. Et il faut véritablement se rendre compte que du côté musulman, il y a des courants qui ne doivent pas, et là nous avons une position plus précise que les autorités françaises politiques, nous disons clairement que ces courants-là, qu'ils aient immédiatement un prolongement violent ou pas, ces courants-là, il ne faut pas qu'ils s'introduisent en Corse. Alors, Mohamed Waouf, pourquoi le CRCM, par exemple, ne prend pas position officiellement? C'est un peu regrettable. Mais par rapport à ce discours, dire, voilà, ce type de pratique, on ne le veut pas. Par exemple, on a vu ces gens qui venaient du continent faire des prières. Ça, on ne le veut pas, c'est non. Bon, on a vu que les mosquées avaient été fermées. Mais... Si vous permettez, juste avant de revenir à votre question, j'aurais évoqué la question avec M. Jean-Guy Talamone à propos de la multiculturalisme. Le problème, c'est que le multiculturalisme. Oui. Le problème, c'est qu'il y a une génération qui ne l'a pas choisi, malheureusement, d'être déchirée avec deux cultures. Non, mais ça, c'est différent. Non, mais attention, je ne parle pas de ça. Je parle du multiculturalisme au sens aujourd'hui de gestion du modèle de la diversité culturelle. Je ne parle pas de la diversité culturelle qui est une richesse. Mais qui est une richesse, mais on est bien d'accord. Oui. Mais il y a une notion qui est développée notamment par les Québécois qui est l'interculturalisme. Qu'est-ce que c'est l'interculturalisme? Et nous avons toujours fait un peu de l'interculturalisme sans le savoir, comme M. Jourdain, encore. C'est-à-dire qu'à partir du peuple d'accueil, qui est quand même le peuple central, en Corse, c'est le peuple corse, eh bien, l'intégration doit se faire par les échanges, mais en tout cas, il n'y a pas des communautés à égalité concurrentes sur un même territoire, ce qui est le multiculturalisme. Alors, quand il y a le respect et tout ça, je crois que nous nous rejoignons sur beaucoup de valeurs. Et nous partageons avec le peuple corse beaucoup de valeurs. Celles qui sont de la tolérance, la paix, les valeurs familiaux qui sont vraiment une richesse importante. Et là, il n'y a pas de reproche à faire parce que vous en faites même partie, puisque vous êtes là depuis 15 ans. Bien sûr, oui, exactement. D'accord, donc on partage beaucoup de valeurs. Et nous le reconnaissons pleinement. Et dans le respect. Et dans le respect. Et quand il y a le respect, je crois que c'est la base de tout. Par contre, là où il faudrait faire la différence, c'est qu'il y a une portée atteinte, vu que le sujet c'est l'islam, il y a une porte atteinte directement à l'islam aujourd'hui. C'est un contexte national et international, je dirais, par ces barbares directement après les attentats de Saint-Étienne du Rouvray, l'assassinat du prêtre, et notamment en Nice. Là, c'est une atteinte directe aux musulmans. Pourquoi? Parce que malheureusement, moi, je ne pratique pas le même islam et notamment les musulmans corses ne partagent pas le même avis que ces assassins-là. Nous le savons. Non, il ne faudrait pas courir à la bagarre. Après, il y a une atteinte qui est directement
une atteinte à l'islam qui est atteinte par les gens qui ne savent vraiment pas faire la différence entre le foulard... Rapidement, il y a quand même des choses qui vont très lentement. Par exemple, la formation des imams et des imams qui parleraient français. Voilà, on en parle depuis des années. Tous les maires que j'ai rencontrés m'ont dit, bon, ça c'est vrai que ça ne bouge pas. Les imams parlent toujours arabe et uniquement arabe. Il est vrai qu'aujourd'hui en Corse et tout ça, d'ailleurs, nous, quand nous avons créé cette association, les objectifs qui ont été dans cette association, ça aurait été de faire le prêche en français. Aujourd'hui, il y a une difficulté à avoir des imams qui s'expriment vraiment en français et faire le prêche. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération qui est née ici, qui ne sait pas parler, si vous voulez, l'arabe. Donc, ce serait important qu'à un moment donné, on s'y penche sur le sujet. Actuellement, il y a une politique des organisations des musulmans de France qui va vraiment au ralenti, qui est lentement. Donc, il va falloir peut-être la réétudier et faire encore une proposition là-dessus. Alors Nicolas Lerner, ce n'est pas votre spécialité, l'intégration, mais on va quand même vous poser une question. Sur les profils, on voit que les profils de gens radicalisés sont passés par justement le droit commun, tout ça. Donc vous travaillez aussi là-dessus. Il y a aussi une mission sociale que l'État a pris en main ou pas? Bien sûr. Vous savez, dans la majeure partie des signalements qui nous remontent, il y a vraiment, encore une fois, pour la grande majorité, en fait, des profils bien souvent de jeunes, en errance, en situation d'échec scolaire, parfois effectivement délinquants. Et ensuite, nous adaptons notre réponse en fonction de ces profils-là. Un profil, effectivement, qui va paraître dans un premier temps plutôt inquiétant, va faire l'objet d'un travail policier pour fermer les portes, et puis pour un traitement judiciaire s'il y a lieu. Un profil de ceux que j'évoquais tout à l'heure, de ces jeunes en errance, fait l'objet d'un travail social en lien avec des institutions qui ont un rôle éminent dans tous les sujets qui ont été évoqués à l'instant. C'est l'éducation nationale, c'est Pôle emploi, c'est les services publics de l'État, des collectivités également. Et donc la réponse est adaptée en fonction du profil des personnes qui nous sont signalées. On arrive au terme de cette émission déjà. J'aimerais que Mohamed Waou, rapidement, vous concluiez également là-dessus, puisque c'est votre credo aussi. Vous êtes engagé dans une association pour dire que le lien social, c'est ça qui nous sortira de l'opposition. Oui, je crois qu'il y a la fracture sociale qui est importante, qu'il ne faut pas nier, parce que quand il y a fracture sociale, c'est la mère et source de toutes les problématiques. Ça, d'un point. Deuxième point, il y a les gens qui ne savent pas faire la différence au moment où on parle des attentats, des assassins, des barbares, et être musulman, porter son foulard ou pratiquer sa foi, vraiment là, on ne fait pas la différence. Après, il y a un deuxième appel que je voudrais appeler, c'est à la responsabilité des élus, en premier, des élus, et notamment pour faire un travail là-dessus, et carrément au niveau des institutions. Et on demande aussi que cette jeunesse soit vraiment intégrée dans les institutions et représentée. Très bien, l'appel sera entendu par les élus. Ici, le premier d'entre eux est présent. Voilà, merci messieurs d'avoir accepté de participer à cette émission. Dans ce contexte tendu, il fallait en parler, je pense, pour décrisper des débats. Vous pourrez revoir Inquiesta sur Internet et en multidiffusion sur Via Steel. Buonasera a tutti e au mese che va.